Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être nombreux à ce rendez-vous matinal de ce dernier jour du 32e festival Étonnant Voyageur. Merci d'être au rendez-vous pour entendre avec nous et avec tellement de plaisir notre invité d'honneur de cette année, Andreï Kourkov, qui n'arrête pas d'aller dans un endroit à un autre, qui répond à des interviews, qui avant même de venir sur ce plateau rédige des articles parce qu'on lui en demande un petit peu partout, on lui demande de réagir à la situation de son pays. Merci André de prendre le temps de venir discuter avec nous. Je crois que c'est la 6e fois, je crois, que tu viens ici à Saint-Malo, donc autant dire qu'on te connaît bien. Merci, bonjour. Et tu as dit, André, que c'était la première fois que tu parlais aussi longtemps en français, parce qu'il parle très bien le français. Alors, je refais une petite biographie rapide. Rapide. Andrei est né dans une famille communiste. Enfin, son père était communiste, mais pas sa mère. Hein, voilà, déjà. À 10 ans, il commence une collection de cactus. Et en apprenant leur nom, il se passionne pour les langues étrangères. Alors, je ne sais pas, tu en parles quoi, 9, 10 Aujourd'hui, je parle 6. Ouais, je ça parlais, baisse bien sûr, oui, avec l'âge. Peut-être que j'étais polyglotte quand j'étais un étudiant. J'ai essayé de parler 13 langues. Et après, je suis devenu miniglotte avec 6. Oui, c'est déjà pas mal. Pendant son service militaire, il est enrôlé comme gardien de prison à Odessa. Et c'est là, au cours de ses longues heures de garde, qu'il écrit ses premiers récits de contes pour enfants, au lieu de faire les rapports officiels qui lui étaient demandés. Son premier roman paraît en 1991 à Kiev, 2 semaines avant la chute de l'Union soviétique. Pour publier cet ouvrage, alors est-ce que c'est vrai? Tu empruntes de l'argent, tu achètes toi-même le papier, tu contrôles l'impression, tu assures la diffusion des 75 000 exemplaires, c'est vrai? C'est vrai, c'était 1992-13. Oui, et je fais la première publicité pour mes livres sur le transport public à Kiev. C'était la première publicité sur les autobus. Alors, il publie plusieurs ouvrages et puis on sait très bien le succès du roman qui paraît en France, du Pingouin qui paraît en France en 2000 chez Liana Levy, qui est traduit dans plus de 30 langues et qui a permis de te faire connaître dans le monde entier. Tu as été engagé dans la Révolution Orange en 2004. En Ukraine, ton livre « Le dernier amour du président » te vaut les foudres de Poutine. Il t'a pas aimé? Il t'aime pas? Je ne pense pas qu'il lit. Mais il en a entendu la parler. première fois, mes livres étaient interdits après ce roman. Oui. Voilà, tes livres sont interdits en Russie. Oui. Oui. Il y a eu Laitier de nuit, paru toujours chez Liana Levy, bien sûr. Et puis encore d'autres livres. Le Caméléon, Le dernier amour du président, je l'ai dit. Truite à la slave. Le journal de Maïdan. Alors, pour le journal de Maïdan, tu parles, là, tu reviens sur les événements qui se déroulent place Maïdan à Kiev entre novembre 2013 et avril 2014. Chaque jour ou presque, tu notes un peu des anecdotes, des scènes observées, voilà. Et c'est ce que tu nous offres dans ce livre. Et puis, il y a un autre livre, alors celui-là, je ne le connais pas, qui est paru en 2015, où on retrouve la folie et l'imagination rocambolesque de l'écrivain dans le concert posthume de Jimi Hendrix, hein, où se croisent des personnages décalés dans une ville en Ukraine aussi. Puis, on avait parlé de Vilnius, Paris, Londres, ta vision de l'Europe, que tu nous avais transmise à travers la vie de plusieurs couples de jeunes qui vont choisir certains de quitter l'Ukraine et puis un couple... Lituanie. C'était sur la Lituanie. Et les autres qui vont... oui, c'était sur la Lituanie. Et qui vont... un autre couple qui va décider de rester, etc. Voilà. Alors, je voudrais quand même, avant que nous commencions à parler des livres, que tu nous dises un peu dans quel état d'esprit tu te trouves à l'heure actuelle. Tu as écrit dans des journaux que tu es obligé de témoigner beaucoup. Tu réponds à toutes les sollicitations
pour témoigner de la situation. Et ce qui est incroyable quand même, quand on y réfléchit, c'est que la veille même de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, tu faisais un repas avec des amis et tu n'y croyais pas encore à cette guerre à venir. Ouf, c'est beaucoup de questions. En fait, oui, le 23 février, c'est le jour avant la guerre, le début de la guerre. J'ai cuisiné un borscht, c'est une soupe magnifique, ukrainienne, avec beaucoup de choses, mais c'est rouge. C'est riche. Et c'est riche et c'est rouge. Oui, oui. En tout cas, c'était déjà le moment un peu tendu parce qu'il y avait 500 journalistes étrangers à Kiev qui sont venus pour voir si la guerre commence ou non. Et comme ça, chez nous, nous habitons dans le centre de la ville historique. Pour ces soirées, j'avais quelques journalistes très connus, mes amis. C'était Tim Judah, de New York Times, Luke Harding, de The Guardian, encore quelques personnages, et l'ambassadeur du Brésil, qui adore le vin et qui ramène toujours beaucoup du vin. Et en fait, on a plaisanté un peu pendant la soirée que peut-être c'est le dernier borscht à Kiev. Et cette phrase a été utilisée plus tard par Tim Judah in New York Times pour écrire sur les derniers jours de paix. Et le prochain matin, en fait, oui, on a eu aussi une écrivaine britannique, Lily Hyde, qui habite à Kiev, qui écrit beaucoup sur la vie des Tatars de Crimée. Et elle est restée avec nous cette nuit. Et à 5 heures du matin, on a été réveillés par les explosions derrière les fenêtres. Et c'était à 5 heures du matin, c'était le début de la guerre. Je me réveillais, j'ai passé 1 heure avant les fenêtres pour comprendre qu'est-ce qu'il passe. Mais je crois que j'étais choqué, bien sûr, et psychologiquement paralysé. À 6 heures, il y a eu encore 2 ou 3 explosions. Et après 7 heures, on est parti d'appartement pour chercher les abris anti-bombes parce qu'il y avait beaucoup des signes où il faut aller dans le cas des bombardements, mais on n'a pas jamais contrôlé, regardé où se trouvent ces abris anti-bombes. On a visité 2. Ils n'étaient pas bien préparés, je crois. Mais après, on s'est reposé dans le foyer de l'hôtel Radisson, où il y avait beaucoup de journalistes qui en fait, étaient déjà prêts pour partir pour Kharkiv, pour Odessa, pour les autres villes. Oui, et on restait encore un jour à Kiev, mais passé la nuit prochaine chez Lily Hyde, elle est aussi notre voisine. Et le jour prochain, on a décidé de partir de Kiev, mais bien sûr, tous les chemins vers l'ouest étaient bloqués par les bouchers, par les dizaines de milliers de voitures avec des plaques de toute l'Ukraine. Et comme ça, c'était que dans 2 jours et demi, on a réussi de venir à l'ouest de l'Ukraine, en passant Lviv, parce que nos enfants, au début de la guerre, ils étaient avec ses amis à Lviv pour le week-end. Et après, on s'est retrouvés à Užhorod, sur la frontière avec Slovaquie et Hongrie. Et aujourd'hui, en fait, il y a 7 semaines, notre fils le plus jeune s'est retourné à Kiev. Parce qu'il doit participer à... Oui, il a fait beaucoup de choses. Ouais. Il a 19 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mais on est en contact. Bien sûr, notre fille était jusqu'à hier aussi à Kiev, mais elle habite à Londres. Elle est venue la 2e fois de Londres à Kiev. Ma femme était aussi passée 10 jours avec des enfants à Kiev quand j'étais en voyage en Europe. Et oui, la vie continue. Hier matin, samedi matin, en fait, on a reçu le message d'abord aussi à 5 heures du matin de nos enfants de Kiev, que Kiev était bombardé encore une fois avec 5 missiles.
Et il faut ajouter qu'à chaque fois qu'on lui pose la question à Andréi, on lui dit « Mais tu as de l'espoir quand même pour la suite ?» Il répond « Je suis un optimiste. » Pathologique, oui. Pathologique. Oui, oui. En fait, je me souviens au début des années 90, quand la situation était très mauvaise à Kiev. Il y avait des crises sociales, crises politiques, crises économiques et beaucoup de mafias sur les rues. Et tous les gens essayaient de trouver l'argent pour renforcer les portes des maisons et des appartements. Et à partir de ce moment, on a aussi des portes blindées sur dans la maison de la campagne, mais aussi à Kiev. Et beaucoup de mes amis émigraient pour l'Allemagne ou les États-Unis. Il m'a demandé un de mes amis m'a demandé si je reste toujours un optimiste fou ou je suis déjà devenu un pessimiste normal. Et je me souviens que j'ai répondu que non, je reste un optimiste, mais maintenant je suis un optimiste noir. Et mon ami m'a demandé c'est quoi être un optimiste noir. J'ai dit c'est facile, c'est quelqu'un qui est sûr que tout va finir bien, mais il n'est pas sûr qu'il va survivre jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, je suis un optimiste gris. Gris. Comme les abeilles grises. Comme les abeilles grises, voilà, dont on va parler aussi. Comme les abeilles J'espère que je vais survivre jusqu'à le moment de la fin de cette guerre. Mais je n'ai pas salué Pascal aussi, qui est avec moi sur ce plateau, bien sûr, et avec qui je travaille depuis très longtemps. Depuis 21 ans. 21. Cette histoire d'optimisme, j'avais noté ça dans le dernier Amour du président qui était sorti il y a longtemps, parce que ça reprend cette blague soviétique qui est bien connue entre le pessimiste et l'optimisme. Il y a le pessimiste qui se lamente, qui dit oh là là mon Dieu, ça peut jamais être pire, et puis l'optimiste qui le rassure et qui dit mais si. Et c'est et c'est vraiment ce qui caractérise, je trouve, les livres d'Andréi. C'est à la fois cette espèce de joie et d'optimisme, et en même temps on va de catastrophe en catastrophe. On se dit comment c'est possible. Andréi, Les abeilles grises. Donc le dernier livre paru. C'est le dernier livre qui est paru chez Léon et Lévy l'année dernière. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es toujours en retard d'un livre par rapport à ce qui se passe en réalité? Parce que là, c'est après la guerre au Donbass, le début de la guerre au Donbass, c'est cette zone grise qui a été installée entre les pro-russes et les Ukrainiens. Et donc ça se déroule là. Et en fait, c'est comme si c'était déjà dépassé. Est-ce que tu as l'impression de courir après ce qui se passe, en essayant de rattraper dans tes romans peut-être le présent ou le futur? Je ne pense pas de ça, en fait. Après le dernier Amour du président, parce que j'avais beaucoup de conséquences à cause de ce livre, et ce n'était pas seulement l'interdiction de mes livres en Russie, mais on m'a invité aussi, 2 généraux des services secrets ukrainiens m'ont invité dans un restaurant belge à Kiev et m'a commandé tout de suite un verre de cognac parce que le président qui devient le président d'Ukraine par hasard, aime le cognac Hennessy. Il m'a demandé si mon livre pouvait être utilisé comme le scénario pour empoisonnement de Yushchenko, parce que mon président dans le roman était empoisonné aussi avec le résultat comme sur les pots, 6 mois avant l'empoisonnement vrai. Et je les expliquais que ce n'était pas possible parce que les gens qui empoisonnent les autres professionnellement ne lisent pas les romans, ne lisent la littérature sur chimie, biochimie, les choses comme ça. Mais c'était une conversation très amicale. Et après, 2005, quand je devais présenter mon livre dans les versions francophones, françaises, ici, sur le salon de livres à Paris, et l'invité d'honneur était la Russie. La délégation russe a essayé de forcer le directeur, l'administration du salon de livres à me désinviter, c'est-à-dire annuler cette invitation. Oui, ça ne marchait pas. Mais non, tu as même eu des menaces, tu as même été suivi, tu as été... Oui, c'est normal. Mais en tout cas, après le dernier Amour du président, je pensais qu'il faut que j'arrête d'écrire sur la politique. Il faut écrire sur l'amour. Et j'essayais d'écrire
j'essayais à écrire que ça ne marchait pas. Non. L'amour en Ukraine sans politique ne marchait pas. Ah, bah ça c'est intéressant parce que c'est un peu le sujet des abeilles grises aussi. C'est l'amour. Bah, c'est plutôt l'amitié entre deux hommes qui sont des ennemis au départ. Qui sont ennemis, mais qui finalement sont très proches l'un de l'autre et qui se rendent beaucoup d'affection et qui sont presque les deux seuls habitants qui restent dans cette zone. Mais on suit surtout le parcours de l'apiculteur. J'essaie de prononcer correctement son prénom, c'est Sergei, qui à un moment part avec ces abeilles de cette zone grise qui continue à être un peu bombardée, et ça dérange quand même beaucoup ces abeilles, pour essayer de leur trouver un peu de calme, en espérant qu'ailleurs l'herbe est plus verte et plus tranquille surtout. Et ça marche pas trop, c'est-à-dire qu'il va avoir un parcours un peu chaotique quand même avec ces abeilles. Et c'est le retour qui est intéressant, la manière dont j'aimerais bien que tu racontes comment finalement on le laisse partir, on le laisse, et c'est quand il revient du côté russe, qu'il a une discussion avec les douaniers qui est assez rigolote. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ça? Comment ça se passe? Parce qu'il y a deux points, il y a les Russes et puis il y a les Ukrainiens. Mais c'est pas facile, il faut regarder la carte, bien sûr, mais il ne peut pas sortir facilement, bien sûr. Il a une voiture ancienne, Lada. En fait, il décide de faire des vacances pour les abeilles parce qu'il a compris que le miel est amer à cause de la guerre, parce que les abeilles collectent la pollen sur les champs qui sont bombardés avec, comme ça, c'est le goût amer de la guerre qui tombe sur les fleurs, et il décide d'aller dans la région du sud de Donbass, sud-est, Zaporizhia, sous contrôle ukrainien. Il essaie de rester là pour l'été, mais il y a un peu de problèmes. Il presque tombe amoureux d'une femme qui travaille dans le magasin dans le village où il vend son miel, parce que le miel, c'est la devise universelle, c'est l'argent universel pour lui. Il voyage avec beaucoup de miel, avec porte-monnaie. et après, il décide d'aller à la Crimée annexée, parce qu'il avait un ami qui était un apiculteur des Tatars de Crime, avec qui il s'est rencontré pendant le congrès des apiculteurs à Donbass il y a 20 ans. Et il découvre pour lui la vie des Tatars de Crimée aujourd'hui, après l'annexion. Il devient proche à la famille de son ami qui est disparu. Oui. Le miel, il y a une fable commerciale qui dit que le miel peut être anti-alcoolique. C'est assez utile. Donc ça lui permet de traverser assez facilement les frontières. On croit en Ukraine qu'en fait, le miel est un médicament universel contre toutes les maladies. Oui. Oui, on peut même se coucher sur les ruches. Il paraît que tu l'as fait. Mais c'est vrai, j'ai fait ça, bien sûr. C'est du tourisme d'apiculteur. Alors, raconte quand même, parce que c'est... Mais en fait, tout d'abord... L'apiculture était très importante pour Donbass aussi, mais pour toute l'Ukraine. Les apiculteurs en Ukraine, peut-être comme en France, sont considérés les hommes sages qui peuvent parler aux abeilles, qui comprennent la nature. Et ils ne sont pas jamais agressifs. Comme ça, c'est un boulot, c'est un métier universel et presque le symbole de la paix. Sergei est un homme... post-soviétique, il n'est pas bien éduqué, mais il est honnête, il est bon, et il est un peu nostalgique de la vie soviétique, et comme ça, il pense que les abeilles aussi sont les meilleurs, parce qu'ils ont réussi de créer une société communiste, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils produisent beaucoup, ils ne demandent rien, ils ne sont pas payés. Et en fait, il lui-même, il était quitté par sa femme et sa fille, qui s'est déménagé dans la grande ville de Vinnytsia, loin de Donbass, mais pour lui, ces abeilles, ces 6 ruches, c'est sa famille. Il y a aussi une grande abeille. Et en fait, c'est à cause de ça qu'il revient dans son village, parce que chaque abeille revient dans son ruche. Dans sa ruche. Dans sa ruche, oui. Il revient dans sa maison. Il fait comme ses abeilles. Il fait comme ses abeilles. Oui, il fait comme ses abeilles. Il est un peu déçu quand même, parce qu'il est un peu déçu par les abeilles, parce qu'à la fin, il recueille une abeille.
et qui n'est pas de la même espèce, et que les autres rejettent. Et il dit finalement, vous êtes comme les humains. Ça le déçoit un peu. Oui, parce qu'il a perdu la confiance dans une famille des abeilles parce qu'il était confisqué par le service secret russe. C'est ça, elles ont été perverties. Pour quelques jours. Et quand les ruches étaient retournées, ils pensaient qu'ils sont devenus les agents russes. Elles ont été endoctrinées, en fait. Oui, endoctrinées. Alors, vous ne saurez jamais comment on fait pour se coucher sur des ruches et ce que ça donne comme résultat. Vous n'aurez qu'à le découvrir dans le livre. Il y a quand même, dans le livre, quand on grappille comme ça des petites choses, parce qu'on ne va pas raconter toute l'histoire, il y a un moment où tu parles de la peur. La peur, tu dis, ces choses invisibles, ténues, enfin, tu écris, ces choses invisibles, ténues, multiformes, comme un virus ou une bactérie. On peut l'inspirer en même temps que l'air, ou bien l'avaler par accident en buvant de l'eau ou de l'alcool, ou encore en être contaminé par les oreilles, par l'ouïe, et la voir alors de ses yeux si clairement que son reflet vous reste imprimé sur la rétine, même alors qu'elle s'est déjà évanouie. C'est joli. C'est terrible en même temps. Oui, mais on s'adapte aussi à peur. En fait, on peut accepter que vous avez peur et c'est comme une petite maladie qui ne va pas te tuer, mais elle est toujours présente. Oui. Alors pour en revenir, on peut aller dans les... Mais pour en revenir, c'est toujours ce choix d'utiliser comme ça des paraboles animalières. Là, il s'agit des abeilles, il y a eu le pingouin, il y a eu le caméléon. Qu'est-ce qui t'inspire c'est une manière de mettre à distance ce que tu racontes? Au début, en fait, on m'a posé cette question la première fois il y a 20 ans et je pensais pourquoi j'ai beaucoup des animaux et j'ai compris parce que comme enfant j'avais quelques animaux comme domestiques et tous étaient morts souvent à cause de moi. Et j'ai commencé à écrire en fait après la mort de 2 de mes hamsters. Le premier poème, j'écris à l'âge de 7 ans, c'était sur la solitude d'un hamster qui a perdu ses amis. Et 2-3 semaines après, le dernier hamster était aussi mort. Il a tombé des balcons du 5e étage. Et je pense que, sous conscience, j'ai décidé de compenser les animaux avec une vie littéraire parce que je ne pouvais pas... les faire revivre. Oui. Donc il fallait se déculpabiliser. Oui. C'est voilà. grâce aux et ça animaux. marchait. Ça marche. Grâce aux animaux morts de ton enfance, on a. Il y a beaucoup d'animaux vivants dans le livre. Oui. Il y a encore plus des animaux que dans ma vie, dans les livres. J'avais jamais un pingouin. Ah oui. Ça ne doit pas être très pratique de vivre avec un pingouin. J'ai adopté un pingouin aveugle après la parution du livre en Allemagne. Et je devais organiser fundraising pour rassembler l'argent pour le traitement. Oui. On a fait ça. Mais c'est intéressant. Chaque livre, chaque histoire a des conséquences aussi un peu inattendues. Tout à l'heure, tu nous disais, et puis tu l'as évoqué, Maët, que tu écris des articles tout le temps. Tu es très demandé, mais toi-même, de toi-même, tu écris très, très souvent, beaucoup, des articles, des journaux, des choses qu'on te commande, des essais que tu écris toi-même, nourris par tout ce qui se passe. Là, tu es vraiment dans l'actualité. Et je me demandais comment, finalement, tous ces articles que tu écris, tous ces textes qui ne sont pas de la fiction, qui ne sont pas des romans, comment ça... Est-ce que tu travailles à partir de cette matière première, volontairement ou inconsciemment, pour en faire des romans? Comment ça se passe entre ton regard sur l'actualité et ton écriture quotidienne et le moment où ça se transforme en fiction souvent très fantaisiste et presque absurde? Mais c'est une autre chose à écrire les articles. En fait, je vais les assembler et peut-être avoir un livre avec ces textes, mais ce n'est pas la fiction. Je ne peux pas écrire la fiction aujourd'hui. J'ai travaillé sur un roman sur 1919, avant la guerre, et j'ai arrêté. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que la réalité est beaucoup plus forte, plus dramatique. Mais
Et je ne pense pas que je vais utiliser mes articles pour un roman. Il y a des histoires magnifiques. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches, je téléphone mes amis. J'ai réussi pendant 2 mois à parler avec mes amis qui se trouvent dans le territoire occupé. Maintenant, les connexions téléphoniques sont coupées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe à Melitopol, dans les autres endroits, mais j'ai assemblé beaucoup des histoires et beaucoup de choses. Mais ça sera non-fiction, ça va rester dans les articles, dans le journal, mais je ne vais pas écrire un roman en utilisant ces faits, ces histoires. Alors, dans une lettre que tu as adressée à Nova Villa, qui est une association culturelle de Reims, à leur demande, tu écris ceci: c'est la culture qui donne à chacun le sentiment d'appartenir à un peuple particulier, à une société particulière. Les chants ukrainiens, la langue ukrainienne, les poètes, écrivains et philosophes ukrainiens, les musiciens ukrainiens ont créé leur propre culture et l'ont donnée à leur propre peuple. Pour que Poutine ait raison, la culture ukrainienne et la langue ukrainienne doivent être détruites. L'individu qui a perdu sa langue et sa culture natale devient beaucoup plus facilement l'esclave des colonisateurs qu'une personne libre qui connaît sa culture et l'histoire de son peuple. C'est important de dire que ce n'est pas seulement une guerre économique, une guerre politique, c'est aussi une guerre culturelle. Aussi, oui. Ouais. Oui, c'est la guerre aussi contre l'identité ukrainienne. Je suis russophone pour moi, mais je parle ukrainien sans accent. J'écris non-fiction en ukrainien à partir de 10 ans, peut-être, et je vois qu'est-ce qu'il passe. Parce que le premier victime, par exemple, culturel de cette guerre, c'était un traducteur connu, un professeur qui a traduit des livres des langues grecques anciennes, qui était tué par les soldats russes en face de son maison à Butcha. Il avait des poètes tués, des comédiens tués, et après, le premier musée qui était détruit, près de Kiev, c'était le musée de Maria Primachenko, le meilleur peintre naïf d'Ukraine. Et récemment, le musée de mon philosophe et écrivain préféré ukrainien, Grigory Skovoroda, a été détruit dans un village près de Kharkiv avec un missile, seul missile. Il n'y avait pas des installations militaires dans ce village. Et c'est 2022 en Ukraine, c'est l'année de Grigory Skovoroda. C'est son anniversaire, 300 ans anniversaire. Et quand j'écris sur Twitter sur Grigory Skovoroda, beaucoup de Twitter, je ne sais pas comment. Moteurs de recherche, tu veux dire des followers. Des followers, des lecteurs, oui. Et ils ont essayé à trouver les traductions de Grigory Skovoroda dans les langues différentes. Et elles n'existent pas parce que la littérature, la philosophie, l'histoire ukrainienne n'est pas du tout connue, ni en France, ni aux États-Unis. Et tu le regrettes parce que tu dis qu'il y a de grands auteurs. Oui, parce que dans le temps soviétique, c'était que les écrivains classiques russes, la culture russe promotée par l'Union soviétique, et les cultures d'Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie étaient ignorées. Le résultat, on sent aujourd'hui, parce que sauf le nom du pays, l'Ukraine, on ne sait rien sur l'Ukraine. On ne sait pas que l'Ukraine était indépendante jusqu'à 1654. On ne sait pas que l'Ukraine était une démocratie pendant l'indépendance du XVIe siècle parce qu'il y avait des élections de chefs d'État qui s'appelaient Gateman. Les officiers de l'armée étaient élus. Il y avait un service diplomatique et dans les archives d'Istanbul, on peut trouver la correspondance entre les Gateman ukrainiens et les sultans turcs et tout ça. C'est pas du tout connu. Et comme ça... oui, bien sûr, il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'empathie avec l'Ukraine, mais on ne sait pas la raison pourquoi cette guerre, pourquoi Poutine déteste si beaucoup l'Ukraine. On ne sait pas, on ne pense pas en fait que Kiev est presque 2 fois plus vieux que Moscou. Et Moscou a été créé par le prince de Kiev, Yuri Dolgoruk, qui est enterré à Kiev. Il y a beaucoup de... mais il faut évoquer plutôt, bien sûr, une immense différence entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne, parce que la Russie était toujours monarchie et les gens étaient toujours collectifs et loyaux. S'il n'était pas content avec le tsar, il tuait un tsar et adorait le prochain. Oui. Les Ukrainiens étaient toujours, on peut dire, les anarchistes organisés, les individualistes.
2 jours, 3 jours après Anne Heitman a été élu, il y avait déjà des tentatives de le remplacer avec quelqu'un d'autre. En Ukraine, c'est traditionnel n'avoir pas le respect pour le chef du pays, pour le gouvernement, pour les lois aussi. Et bien sûr, c'est aussi la raison de cette mentalité pourquoi on a en Ukraine plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice ukrainienne, parce que chaque Ukrainien qui décide de s'engager dans la vie politique, il lit la liste des partis, il pense non, je ne l'aime pas, je veux créer une autre parti. C'est facile pour gouverner un pays comme ça, du coup. Et la Russie était aussi la monarchie pendant le temps soviétique, parce qu'il avait 6 secrétaires généraux, et parmi eux, seul Nikita Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, il était démissionné. Tous les autres restaient au pouvoir jusqu'à sa mort. Et Poutine va aussi va être réélu jusqu'à sa mort. Alors, juste un mot quand même, à ce moment-là, du président actuel de l'Ukraine. Je n'ai pas voté pour lui, je ne suis pas enfant de Zelensky, mais il fait un bon travail aujourd'hui. Oui, je crois qu'il a compris la première fois dans sa vie que le rôle dramatique est plus important que les rôles comédiens. Il peut vraiment influencer les choses avec ses adresses, avec ses vidéos. Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes après la guerre. Oui, plutôt en Ukraine. Je vais vite parce que malheureusement on va s'arrêter, mais ce que tu dis aussi et qui me semble très très important, c'est que pour les Russes, c'est la stabilité qui est la plus importante, la stabilité économique, etc. Pour les Ukrainiens, c'est la liberté. Oui. Voilà. La liberté est plus importante que la qualité de la vie, la stabilité. Et pour la Russie, les Russes ont accepté vivre sans liberté, avec censure, sans possibilité de protester contre les décisions des gouvernements, tout ça. Et bien sûr, les Ukrainiens résistent si fort parce qu'ils n'acceptent pas cette mode de la vie. Être sage, loyal, passif et vivre avec le peur. Oui. Alors juste pour finir, je te donne la parole tout de suite, mais dire pour en revenir au livre et à la littérature et aux abeilles grises, il y a un moment aussi, c'est drôle, où Sergueï décèle les plaques qui indiquent rue Lénine pour mettre à la place le nom d'un poète que tu aimes beaucoup. Oui, Taras Shevchenko, c'est le poète national d'Ukraine. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas mon poète préféré, mais j'accepte, c'est le poète principal est très important pour l'identité ukrainienne. Et en fait, il était envoyé, il était puni pour ses poèmes avec 25 ans d'armée russe tsariste. Et c'était très typique. En fait, je veux évoquer, à cause de la mentalité ukrainienne, Lénine n'est jamais allé en Ukraine. Il n'a jamais visité Kiev. Il a compris qu'avec des Ukrainiens, c'est impossible de construire l'Union soviétique avec une nation soviétique sans racines. Et à cause de ça, en fait, à cause du fait que les Ukrainiens ne voulaient pas participer dans les collectivisations, dans les kolkhozes, il était puni d'abord avec déportation de 300 000 des Ukrainiens en Sibérie et Kazakhstan, et après avec famine artificielle de 1932-33, pendant laquelle entre 5 et 6, 7 millions des Ukrainiens étaient morts. C'est-à-dire l'Ukraine a payé beaucoup pour l'indépendance. Quelle histoire, oui. Oui, on n'a plus beaucoup de temps, mais ça me fait penser à la conversation qu'on a eue avec Leonardo Padura de Cuba pour une question qu'on lui pose tout le temps, c'est de savoir est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Et je me demande pour toi, pareil, est-ce qu'il faut rester pour écrire sur l'Ukraine en étant sur place? Bon, heureusement, la situation reste quand même vivable dans pas mal d'endroits. Les gens peuvent y vivre et en même temps, il y en a beaucoup qui partent. Est-ce que cette question-là, à un moment, elle s'est posée pour toi? Est-ce qu'il faut rester pour continuer à être dans ton pays et écrire à partir de ton pays, ou est-ce qu'il faut
s'en éloigner pour être sûr de pouvoir continuer? La majorité des écrivains ukrainiens restent en Ukraine. En fait, il y a quelques écrivains qui sont comme réfugiés en Europe, mais la majorité reste là. Et bien sûr, la majorité sont maintenant aussi les réfugiés et les gens déplacés. Mais avant-hier, par exemple, un groupe de poètes ukrainiens, de jeunes poètes ukrainiens, partis d'Ukraine d'Ouest pour aller à Kharkiv, près de la ligne de front, oui, pour organiser les soirées de poésie dans les abris anti-bombes. En fait, la culture maintenant en Ukraine, c'est la culture souterraine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les abris anti-bombes, dans les stations de métro. Il y a des concerts du rock, il y a des présentations de livres, des débats philosophiques, tout ça. Et bien sûr, il faut rester parce que si les gens sortent, c'est-à-dire c'est très difficile à revenir si on s'installe à l'étranger. Et si quelqu'un devient un étranger parce qu'il est réfugié, parce qu'il est en exil, il est déjà plus traumatisé psychologiquement que par la guerre chez lui. Oui, c'est pire finalement d'être en exil. En femme, c'est pire, oui. Et dernière question, peut-être, on en aura d'autres pour les journées qui suivent. Tu continues à écrire tes romans en russe. Tu disais tout à l'heure, tu as écrit tes articles en ukrainien et tu es russophone pour la littérature. Oui, j'écris les romans en russe, c'est ma langue maternelle, c'est la langue maternelle des millions et millions des Ukrainiens. Je n'avais pas de problème avec ça, sauf les débats réguliers pendant 30 ans avec des nationalistes, mais oui. Je parle avec ces gens en ukrainien et je parle beaucoup, je fais beaucoup de rencontres publiques en Ukraine plutôt la majorité des rencontres. Et mes livres sont aussi dans le même moment traduits en ukrainien. Et je dois dire aussi que les lecteurs ukrainiens sont beaucoup plus dynamiques, c'est-à-dire que les ukrainophones lisent plus. Et les livres en ukrainien marchent mieux que les livres en russe en Ukraine. C'est intéressant, mais on peut expliquer ça, je crois, parce que les jeunes Ukrainiens, ils comprennent qu'en fait, ils sont responsables pour le pays jeune, pour l'évolution de la culture là. Oui. Merci André, merci d'être passé sur notre plateau ce matin. Tu es très sollicité un petit peu partout. Tu vas aller signer tes livres encore, je pense, aujourd'hui, s'il en reste, parce que je crois qu'il y en a déjà eu beaucoup de distribués. Continuez à lire Andrei Kourkov et revenez sur ces livres qui sont maintenant édités aussi dans la collection Piccolo de Liana Levy, la collection Piccolo qui fête ses 20 ans. On voulait le dire et saluer Liana aussi. Grâce à ça, vous avez vraiment le choix de découvrir toute l'œuvre d'Andrei Kourkov en français. Andrei, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur d'Étonnant Voyageur et ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Maëlle. Merci à toutes et à tous. Merci Andrei. Pascal.